Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir un nouvel épisode toutes les semaines et si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip. Laisse-moi d'ailleurs remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent donc le podcast d'aujourd'hui grâce à leur don. Alors, je pense que c'est important que je te précise ça, mais en gros, j'ai été un petit boulet. J'ai enregistré ce podcast, cette interview plutôt avec mon invité au mois de janvier dernier, il me semble, et il devait sortir au mois de février. Sauf que j'ai un petit peu tardé pour faire le montage, un peu beaucoup même, et il sort des mois et des mois après, donc l'actualité de mon invité n'est pas totalement à jour, voilà, très honnêtement. Je te mettrai tous les derniers liens en barre d'infos, tu pourras vérifier ça. En tout cas, merci beaucoup à Malone pour sa patience dingue avec ce podcast qui sort avec des mois et des mois de retard. Merci encore d'avoir accepté que je puisse le sortir beaucoup plus tard. Donc aujourd'hui, tu l'auras compris, ce sera l'interview de Malone, qui est un auteur très intelligent, parce que pour éviter en fait de faire des erreurs dans ses romans, il a décidé de s'entourer en fait tout simplement de sensitive writers. Donc du coup, Malone Silence, bienvenue à toi, merci d'avoir répondu à cette invitation déjà. Merci à toi pour l'invitation surtout. Je vais te présenter vite fait. Alors, tu es l'auteur de la saga Les Hurlements Noyés qui est sortie fin 2021. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette saga en quelques mots ? Alors, Les Hurlements Noyés, c'est le premier tome de Stanley n'est pas mort, qui sera donc une trilogie, logiquement. Et ça parle notamment de dépression, de chiens et de fantômes, voilà. Et plus sérieusement, les Hurlements Noyés se centrent sur une secte qui s'appelle la famille, ainsi que sur toutes les difficultés que Stanley peut rencontrer avec des fantômes et oui, les chiens. Voilà, je sais pas trop comment résumer ça brièvement, on va dire. Donc, le résumé en 4e de couverture est mieux, mais je vais pas vous le lire là, ce serait trop chiant quand même. Je mettrai la 4e de couverture justement en barre d'infos pour toutes les personnes qui seraient intéressées, ainsi que du coup tous les liens qui mèneront jusqu'à tes réseaux sociaux et ainsi de suite pour si quelqu'un a envie de regarder ça de plus près du coup. Et j'espère que les personnes auront envie de regarder ça de plus près, parce que la couverture est très belle. J'allais dire, la couverture est là pour donner envie. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre Makenda sur Twitter, elle fait du travail incroyable. Ouais, c'est vrai qu'elle est magnifique cette couverture. En fait, je vais faire une confidence avant qu'on commence l'interview. Ma confidence, c'est que la première fois où j'ai vu Les Hurlements Noyés, j'ai fait « Oh, elle est magnifique cette couverture, je veux ce bouquin ». Mais en fait, je n'avais aucune idée de quoi il parlait, très honnêtement. c'est la couverture qui m'a attirée tout de suite. J'ai fait « Oh, c'est génial, en fait, je veux trop ». Et en fait, c'est après que j'ai regardé le sujet, j'ai fait « Ah, mais le sujet, il est vraiment bien aussi, en fait ». Mais j'avoue, je voulais acheter rien que pour la couverture déjà avant. Voilà, je suis un gros pigeon, ça marche super bien avec moi les couvertures. Là, ça a super bien marché. Écoute, j'espère que le contenu est bien aussi. Après moi ça me va. Le livre il est été, moi j'empoche l'argent, peu importe les raisons derrière. Là, pour l'instant, pour le contenu, je peux pas te dire parce que je ne l'ai pas encore lu. D'ailleurs, ça va bientôt faire partie de mes prochaines lectures. Mais de tous les retours que j'ai vus, j'ai vu que ça se passait plutôt bien, les retours. J'ai vu aussi, oui, ça commence à venir et je suis vraiment content de ce que je lis. Je reçois des messages qui me touchent beaucoup d'ailleurs. Ils se reconnaîtront ceux qui me les ont envoyés. Merci à vous tous, ça me fait plaisir et ça donne du sens à ce que j'écris. Les Hurlements Noyés, comme tout ce que tu postes d'ailleurs sur Wattpad et ensuite que j'ai pu lire, c'est ultra personnel. En fait, comme tu disais, tu parles de dépression et ainsi de suite dans tes écrits et c'est quelque chose qui te touche énormément personnellement, tu parles aussi un petit peu de ton ressenti, de ton vécu et c'est pour ça justement que je voulais te poser la question de pourquoi tu as fait appel à des sensitive readers si tu parles de quelque chose qui est aussi personnel que ça en fait. Alors c'est vrai qu'effectivement il y a une grosse part de personnel là-dedans et pour tout ce qui est effectivement
toute la part personnelle de l'histoire. Je ne voulais pas faire appel à des sensitivity pour ça, parce que c'est ma façon de la raconter. Voilà, je savais ce dont je parlais. C'est ça le truc en fait. Quand je parle de dépression, je sais de quoi je parle. Quand je parle d'anxiété, je sais de quoi je parle aussi. Après, il y avait aussi d'autres problématiques qui se sont greffées en fait à LHN au fil des lectures, au fil des ans. Donc certaines problématiques sur lesquelles j'étais moins renseignée, mais qui me tenaient à cœur quand même. Et je pense notamment du coup à ce pourquoi j'ai appelé des sensitivity readers. C'est qu'il y a toute une problématique autour du racisme qui s'est greffé la chaîne, avec notamment 2 personnages noirs, c'est Sally et Aaron. Certains d'entre vous les connaissent sans doute, donc, et je veux faire attention à pas faire de conneries et pas, comment dire, je voulais vraiment être sûre de ce que je disais, quoi. Du coup, c'est moins personnel cette fond, mais je pense aussi que, c'est-à-dire qu'en fait, je voulais pas que ce soit seulement personnel, en fait, parce que, comment dire, le personnel, c'est aussi beaucoup de facteurs extérieurs. On n'est pas un être humain et pas tout seul, il grandit pas dans une bulle, il est aussi influencé par tout un tas de facteurs extérieurs, et je le savais, je savais ce qu'il en était pour moi. Comme je te disais, j'ai été touchée par la dépression, donc je savais comment en parler, mais je savais que pour sujet, j'y sais rien, et je pouvais dire n'importe quoi. C'est comme pour tous les consultants que tu peux contacter. Il y a des consultants dans la littérature, il y en a dans les jeux vidéo, et de base, souvent, quand tu veux bien traiter un sujet, bah tu te renseignes, quoi, et ça fait partie de ça. En fait, c'est que t'avais en effet une partie dans ta saga qui est ultra personnelle, mais t'as voulu vraiment montrer la complexité du monde, le fait qu'il y ait vraiment toutes ces influences, et t'as voulu du coup intégrer d'autres influences qui étaient extérieures à toi, et c'est pour ça que t'as eu besoin de personnes extérieures. Ouais, c'est un peu comme tu prends des lecteurs, parce que quand t'écris l'histoire une première fois, en tout cas, moi je fonctionne comme ça. J'ai appris avec le temps que je fonctionnais comme ça. Moi je suis un auteur jardinier, donc du coup je fais pas de plan, j'écris un premier jet directement. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là, en tout cas pour certains auteurs, et pour moi c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la première fois quand j'écris, je me raconte l'histoire à moi, et ensuite j'apprends à raconter cette histoire-là aux autres. Ça s'est passé comme pour la chaîne. Ce sera peut-être différent pour d'autres histoires, on verra bien. En tout cas, ça a totalement fonctionné comme ça pour les Hurlements Noyés. D'accord. Et du coup, alors, parce que justement, ça c'est super bien que tu aies parlé de la bêta lecture. Pour toi, quelle est la différence justement entre un sensitive readers et un bêta lecteur ? Le bêta lecteur, il va vraiment se concentrer sur l'intrigue en elle-même. Voilà, toutes les qualités qu'on est en droit d'attendre d'un roman, si tu veux, même si effectivement il peut y avoir marque de fait sur tel ou tel sujet que j'ai pas maîtrisé ou dont j'aurais mal parlé. J'ai eu des remarques parfois dans ce sens qui me disaient qu'à tel ou tel endroit j'avais un peu cafouillé. Et les sensitivity readers vont vraiment s'attarder sur une problématique en particulier du roman, comme un consultant en fait qui va voir si pour telle chose en particulier, ça match, quoi. On le sait aussi, les sensitivity readers, ils sont axés sur tout ce qui est représentation des minorités, et aussi est-ce que le message que tu veux faire passer en les représentant, est-ce qu'il est bien compris en fait, est-ce qu'il est bien transmis. En gros, c'est est-ce que tu fais bien ton boulot en représentant ce que tu veux représenter. La bêta lecture est nettement moins axée sur ça. La bêta lecture, voilà, c'est beaucoup plus axé sur le style, l'histoire en elle-même. Ouais, du coup, en fait, le bêta lecteur, lui, ça va être le général du bouquin, alors que le sensitive readers, tu vas lui demander d'axer vraiment sur une problématique, quoi, en gros. Est-ce que tu as plusieurs problématiques différentes, et dans ces cas-là, est-ce que tu fais appel à plusieurs sensitive readers et chacun a sa particularité? En fait, chacun va regarder son propre élément, ou est-ce que un sensitive readers peut faire plusieurs thématiques selon toi? Ma sensitivity reader, elle traitait à la fois donc de tout ce qui était racisme, etc. Mais elle est aussi calée sur tout ce qui est problématique autour de tout ce qui est question queer, LGBT, les questions de santé mentale aussi. Donc voilà, ça dépend en fait des spécialités du sensitivity reader,
et de ce qu'il sait faire, de ce qu'il connaît, etc. Donc c'est comme tout, faut choisir la personne en fonction de ce que tu veux faire. Après, effectivement, c'est bien quand on a les moyens, hein, je veux dire, parce que c'était pas du tout mon cas, mais c'est bien quand même de faire appel à plusieurs sensitivity readers. J'ai vu qu'il y en a qui préconisaient 2 ou 3, parfois plus. Bon, après, comme je disais, ça reste un budget, hein. Voilà, les sensitivity readers, c'est des spécialistes des questions qu'ils traitent, mais voilà, ça reste des personnes individuelles et chacun peut avoir un point de vue différent sur la question. Donc si tu combines les points de vue, tu peux effectivement taper plus juste, entre guillemets, ou même faire un tri un peu meilleur entre ce que tu veux dire, comment tu le fais, etc. Parce qu'au final, c'est toi qui as le dernier mot sur ton texte, donc c'est bien après d'avoir un panel de points de vue, c'est ce que je veux dire. Mais justement, en fait, ça tombe super bien, tu réponds super bien à chacune des questions, parce que ça enchaîne super bien avec ce que j'avais prévu. Justement, moi, c'est la grosse angoisse que je pouvais ressentir par rapport à ça, et ce que j'avais du mal à comprendre, c'est que moi, personnellement, tu vois, je fais partie d'une minorité aussi. Et en fait, je sais très bien que ma façon, moi, de voir ma minorité n'est pas du tout la même qu'une autre personne. Et du coup, si je devais donner des conseils à quelqu'un comme ça, je sais que je pourrais potentiellement dire des choses que d'autres de ma minorité ne verraient pas du tout, ne seraient pas du tout d'accord avec ça, ou ainsi de suite. Et ma question, c'était comment t'arrives à savoir justement quand l'avis que te donne le sensitive readers est pas trop orienté par rapport à son cas personnel à lui, quoi, en gros. 2 choses. La première, c'est que ma sensitivity reader, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié ces questions-là. En fait, c'était dans son sujet d'étude. C'est quelqu'un vraiment qui s'est beaucoup renseigné autour de ces problématiques-là, qui sait ce que c'est. Elle m'avait carrément envoyé son CV, je me souviens, et j'avais vu tout ce qu'elle faisait, etc. Elle avait même fait des études, voilà, en rapport avec les thématiques que je traitais à moi-même. Quand tu travailles avec quelqu'un qui a autant de connaissances, etc., tu sais que déjà, ça reste une personne individuelle qui a donc son point de vue sur la question, mais qui a beaucoup étudié le sujet, qui sait ce qu'elle fait, qui a pu voir différents points de vue, etc. Donc tu sais qu'il y a aussi la part de... j'ai ça, de professionnalisme, si tu veux. En fait, moi je pensais, personnellement, parce que je suis très peu renseignée sur les sensitive readers, donc tu m'aides beaucoup là à prendre dessus, mais pour moi je pensais que c'était plus genre si tu veux parler de racisme, tu vas prendre une personne racisée et qui vit le truc pour savoir comment elle le vit ensuite. Mais en fait ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que c'est pas forcément une personne qui va être concernée en tant qu'elle-même, mais c'est une personne qui en fait a étudié ce truc et qui le connaît aussi vraiment, comme tu dis, d'un côté professionnel en fait. Ça facilite effectivement les choses et moi aussi c'est vrai que ça m'a mis en confiance, quoi. Effectivement, j'ai forcément pris une sensitivity reader qui était racisée, mais j'ai vu aussi en tant aussi que pro, elle connaissait très bien son sujet. Donc voilà, ça aide. Après, effectivement, tu as des gens amateurs entre guillemets qui proposent des prestations de sensitivity reading. Enfin, en tout cas, c'est l'approche que j'avais eue à ce moment-là, tu vois, en tant que personne qui n'avait pas beaucoup de budget, qui ne pouvait pas payer plusieurs sensitivity readers. Je voulais vraiment quelqu'un qui sache faire son boulot, si tu veux. Et aussi, mine de rien, il faut aussi choisir une sensitivity reader qui te comprenne artistiquement parlant. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai remarqué ça au cours des bêta-lectures. Donc, c'est que si tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi de l'écriture, ça va pas matcher. Donc Réjeanne, qui a été sensitivity reader sur LHN et qui travaillera sans doute avec moi aussi sur le 2e tome, je pense que je vais aussi lui demander de m'aider sur le travail éditorial, etc., parce que vraiment elle fait du travail incroyable. J'ai su assez vite aussi que ça pouvait matcher avec elle, parce que en fait c'est quelqu'un qui écrit, elle est autrice. Je suis allée voir ce qu'elle fait sur Wattpad et elle écrit excessivement bien. Et j'ai senti en fait en le lisant qu'on pouvait s'entendre et se comprendre en fait, que nos personnalités artistiquement parlant pouvaient s'accorder et qu'on pouvait faire ensemble quelque chose de bien. De ce point de vue-là, faut aussi, c'est comme tout, faut choisir avec qui tu bosses. Et effectivement après, je dis pas que le travail à la fin sera parfait, qui sera absolument universel, etc. Et c'est pas la prétention du tout qu'on peut avoir. Je pense que d'ailleurs faut arrêter avec ça, parce que nécessairement quand plusieurs personnes
une seule ou même plusieurs personnes travaillent sur quelque chose, ok, tu auras effectivement une vision plus large, mais tu peux pas avoir quelque chose d'universel, jamais. C'est l'art, c'est le principe de l'art. T'auras jamais quelque chose d'universel, il y aura toujours une part perso dans l'art. Ouais, c'est embêtant parce qu'on a à la fois cette vision, j'ai l'impression, du l'art doit être personnel, ne venir que d'une personne, et en même temps, il doit être universel, parler à tout le monde, et au bout d'un moment, faut se décider en fait. Ça te fait un dédoublement de personnalité au bout d'un moment. Faut faire les deux extrêmes. Ouais, voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, je pense qu'il faut au contraire assumer qu'on ait une individualité, qu'on a des choses à apporter. Et aussi parfois qu'on a besoin des autres aussi en fait. Je sais plus exactement à quel moment on a commencé à ériger la figure d'auteur en tant que créateur suprême, maître de son œuvre, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut déconstruire aujourd'hui parce que, ok, on est une seule personne, mais aussi influencé par l'extérieur, il faut assumer ça, quoi. C'est comme, il y en a beaucoup qui parlent justement de censure. C'était une des questions que j'allais te poser, justement, forcément, parce que quand on parle de sensitive readers, tout le monde dit, oui, c'est de la censure, et ainsi de suite, donc forcément... J'allais en parler, donc vas-y, fais-toi plaisir. Déjà non, parce que, comment dire, la censure, c'est quelque chose qui t'est imposé, et c'est quelque chose souvent, il me semble, dans la définition, on parlera plutôt d'une institution qui censure, qui interdit les œuvres, etc., comme c'est le cas de certains gouvernements encore aujourd'hui. Là, c'est pas du tout le cas. Effectivement, oui, si tu fais pas appel à des sensitivity readers et que tu traites mal les minorités dont tu parles, comme c'est le cas dans beaucoup d'œuvres, je suis désolée, mais c'est vrai, c'est le cas d'énormément d'œuvres qui traitent très mal de sujets dont les créateurs sont pas concernés en fait. Et je pense que c'est normal que les minorités en question disent bon là on en a un petit peu marre quand même, et effectivement là non, c'est une connerie, ça marche pas comme ça. Là non, tel ou tel terme est mal utilisé. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit souvent dans tout ce qui est univers entre guillemets orientaux, où tu as des mots de langue. J'ai vu ça notamment, c'était sur quoi, sur Dune peut-être bien. Je crois qu'il y a des mots persans qui ont été utilisés dans des sens différents. T'as des Iraniens sur Twitter sur Twitter et sûrement ailleurs, qui ont dit mais pourquoi en fait. Et t'en avais même qui se moquaient parce qu'ils disaient bah attends what. Les gens se rendent pas compte que au-delà effectivement du côté offensant ou vexant, bah t'as juste l'air con, je suis désolée, mais t'as l'air super con près des autres cultures en fait. Mais souvent, les gens en tout cas en Occident, ça peut être le cas de productions hollywoodiennes comme de productions moins grosses, t'as l'impression qu'ils s'en ont rien à foutre, parce que l'universel c'est eux en fait. Dans leur tête, l'universel c'est eux, c'est la culture blanche si je peux dire ça comme ça, et le reste c'est des cultures périphériques, et du coup ils s'en foutent et ils prennent pas la peine de vérifier ce qu'ils racontent, mais je suis désolée, mais oui, vous avez l'air con en fait, mais ils s'en foutent parce que c'est pas la culture dominante, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le monde. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas la culture dominante, y compris d'un point de vue financier. On va pas se mentir, la thune, tout ça. Et voilà quoi. Après, tu dis que tu fais de l'universel, alors que tu passes juste pour une andouille quoi. Faut arrêter de dire oui, je fais un truc universel, etc. Alors que tu t'es pas vraiment renseigné auprès des concernés, t'as pas fait le taf de recherche. T'as fait selon les clichés que t'avais, quoi. Ouais, voilà, t'as fait selon les clichés que t'avais. Et voilà, je veux dire, si tu sais pas quelque chose, il y a des gens pour te renseigner, mais tout le monde n'est pas prêt à assumer ça, parce que t'as aussi, le côté oui, je suis mauvais auteur si je sais pas quelque chose, alors que non, écoutez, voilà quoi, mince. Là, je vais parler sur Twitter, mais la plupart des auteurs, des copains autorités que je vois, on a moins de 30 ans. Bon, allez, parfois 35, c'est normal à cet âge-là de pas tout savoir, et même quand on est vieux, c'est normal. Donc... tu sais jamais tout. Un auteur est un être humain comme un autre, avec ses défauts et ses failles. Et voilà, c'est ça. Et je pense que quand tu t'adresses à des gens, parce que mine de rien, ok, on écrit pour nous, mais on écrit aussi pour faire lire. En tout cas, quand on est édité, quand on se publie, que ce soit sur Internet ou ailleurs, bref. Et dans ce cas, puisque tu... Enfin, c'est comme quand tu parles à quelqu'un, en fait. Tu assumes quand tu sais pas quelque chose. Après, je parle en tant que personne qui assume assez bien quand elle se gourre ou quoi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais faut apprendre à mettre son ego de côté à un moment si on veut faire les choses bien, je pense.
C'est compliqué pour certains. Ouais. Surtout comme je le dis souvent, dans le monde des auteurs, l'ego, pour certains, c'est très 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 compliqué de le remettre en question. On va pas lancer de drama ici, mais effectivement, oui. Après, il y avait une pote qui me disait, si on n'avait pas de problème d'ego, peut-être qu'on n'écrirait pas. Ça, j'aime bien cette façon de voir. Il y a un truc à creuser là. Ouais, voilà. Mais j'aime beaucoup par contre le parallèle que tu as fait justement avec Dune ou ainsi de suite, parce que c'est vrai que moi je le voyais pas forcément comme ça, les sensitive readers. Je les voyais plus en mode ils sont concernés par le problème et ainsi de suite, donc du coup ils savent ce qu'il faut dire ou pas dire, disons on va dire entre guillemets, pour pas vexer certaines minorités. Mais du coup moi je voyais vraiment ça en mode c'est pour éviter de dire quelque chose de vexant ou quelque chose de cliché. Mais en fait avec ta réponse je me rends compte que c'est bien plus que ça, c'est vraiment aussi comme le taf des consultants. Et en fait limite je me dis un sensitive readers, c'est peut-être un terme qu'on a un petit peu entre guillemets inventé pour les bouquins récemment, parce qu'en ce moment on adore inventer plein de termes, mais au final en fait si on écoute vraiment ce que tu dis depuis le début, c'est un consultant. Oui, c'est un consultant. Tout simplement. C'est un consultant, effectivement. On a inventé un terme pour le monde littéraire, mais en fait c'est un consultant. Oui. C'est voilà, tout simplement. Donc du coup c'est pas... je pense que c'est arrivé aussi le terme en même temps que toute la notion un petit peu la bien-pensance et ainsi de suite qui se développe vachement, mais au final ça a aucun rapport, c'est du consultant comme il y a dans n'importe quel milieu, comme il y a au cinéma, comme il y a n'importe où en fait, c'est juste que ça s'est démocratisé. Je pense que ce qui plaît pas aussi, c'est le fait que on voit tout un côté comme si c'était quelque chose de moralisateur. Les gens voient pas comme un simple consultant ou quelqu'un qui te dit, par exemple, si tu parles à un médecin, ou même tu vois, je sais qu'il y a des auteurs qui ont fait ça pour certains polars, de parler à des médecins légistes, etc. Et je pense en fait que là où ça c'est très bien accepté parce que c'est quelque chose de purement technique entre guillemets et de scientifique, là on va toucher à une vision du monde, et je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça aussi sensitivity reader. On va toucher à quelque chose qui touche vraiment plus à l'affect en fait, et je pense que qu'on a du mal encore à se détacher de l'affect et à prendre du recul en fait sur ce qu'on fait, parce que c'est vrai aussi que voilà, quand on écrit, on y met vraiment beaucoup de cœur en général, et on n'est pas prêt à accepter peut-être que oui, on peut faire des erreurs, même à ce niveau-là en fait, même dans notre vision du monde. Ouais, voilà, c'est ça. On peut aussi avoir des choses à apprendre à ce niveau-là. Je pense que c'est compliqué, tu vois. Plus effectivement toutes les problématiques, tout ce qui fait que on est la culture dominante et on veut pas perdre ça en fait. C'est le dominant qui veut pas perdre ses privilèges parce qu'il a peur que sa culture disparaisse, nanana. Oh mon dieu, j'ai des flashbacks de ces news, à l'aide. Ouais, c'est ça, il y a quand même après pas mal de choses intériorisées, beaucoup plus problématiques dont on veut pas parler, quoi. Les gens par exemple ont beaucoup de mal à assumer, tu vois, parce que les gens c'est humain, ils veulent avoir une bonne image d'eux-mêmes, tu vois. Ils veulent pas s'imaginer que s'ils peuvent dire des choses racistes, s'ils peuvent dire des choses sexistes, parce qu'ils se voient pas comme ça, en fait. On leur dit, être raciste, c'est des actes. Tant que je sais que tout le monde est égal, voilà, c'est bon, je le suis pas. Mais c'est plus complexe que ça, parce que t'as intégré tellement de choses, en fait, au cours de ta vie, que t'as forcément des biais, quoi. C'est de la nuance. Je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, que les gens ont du mal à faire appel à des sensitivity readers, ou même à envisager cette possibilité-là. Il y a un travail de remise en question plus profond derrière que si tu vas voir effectivement un consultant, parce que mettre son ignorance, par exemple, si t'es pas médecin, ça... c'est plus simple de dire je sais pas, je suis pas médecin, t'as le côté science noble entre guillemets, et puis tout le côté social comme tu dis, qui est pas forcément considéré comme de la science pour beaucoup, qui est plus genre les gens pensent accessible à tous, quoi, en gros. Il y a aussi de ça, effectivement, parce qu'un chirurgien, c'est évident que si t'es pas chirurgien, tu peux pas opérer quelqu'un. C'est effectivement moins évident pour les sciences sociales, et notamment, comme je te disais, parce que je pense que ça touche à l'affect des gens, et qui prennent les choses de façon beaucoup plus personnelle, quoi. Alors que si je te dis non, je veux pas que tu m'opères, il y a peu de chances que tu refuses de... que tu le prennes mal parce que non, mais attends, je me suis proposé gentiment de t'opérer, franchement t'abuses. Et gratuitement en plus. Oui, attends.
Oui, non, j'avoue que le parallèle est pas mal pour le coup. C'est-à-dire qu'on va le prendre mal quand, parce que tu ne connais rien au sujet, tu vas quand même l'ouvrir sur Twitter, alors que par contre, si on le prend mal que tu essayes de m'opérer alors que tu n'as aucun bagage scientifique, là on se dit non, c'est normal. Non, mais en fait, c'est ça. Faudrait demander un diplôme pour pouvoir donner son avis sur Twitter. Je pense que tu tiens un truc là. Après, peut-être pas parce qu'il y aurait des problèmes de classisme, mais c'est une autre histoire. Mais non, mais en fait, c'est super intéressant ce que tu dis, et c'est vrai que, en fait, je pense que c'est là où on tient vraiment la différence entre le sensitive readers et le consultant. C'est que il y en a un qui est consultant, plus on le voit avec, c'est ce que je faisais là, les sciences nobles entre guillemets. J'aime pas ce terme, mais ouais, moi non plus. Dans la tête des gens, c'est les sciences nobles. Alors que sensitive readers, c'est en fait les sciences qui, dans l'esprit des gens, sont plus accessibles à tous. Alors qu'en fait, en vrai, j'ai fait des études en management et sociologie. Les gars, la sociologie, ça peut paraître simple, mais c'est pas accessible à tous. Franchement, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça ne paraît. Hein. Et sauf que dans les têtes des gens, c'est pas le cas, quoi. Je me souviens, là, je regarde souvent les vidéos d'une youtubeuse qui a une chaîne spéciale sociaux, et purée, mais les vidéos, je dois regarder plusieurs fois pour comprendre. Hein. Et elle explique en termes simples, hein, pourtant. c'est de la vulgaire, mais waouh. Ouais, mais parce que les gens, en fait, ont l'impression que comme c'est notre vie de tous les jours, c'est simple en fait, on peut forcément comprendre tout ce qui se passe, et alors qu'en fait, ça résume tout ce que tu dis depuis le début, c'est que un élément, ok, est influencé par ce que toi tu vis, mais c'est influencé aussi par tous les autres éléments extérieurs, et toi, petit être que tu es, tu ne peux pas forcément voir les éléments extérieurs si t'as pas quelqu'un en dehors de ta vision qui va te les montrer en fait. C'est très compliqué de voir la vision des autres. Mais en plus je suis anxieux social, je sors jamais, alors comment veux-tu que ça Ça va être encore plus compliqué là. Je pense que là t'as très bien répondu à la question de qu'est-ce que tu attends d'un sensitive readers. Là je pense que j'ai même pas besoin de te poser la question, parce que vu tout ce que tu nous as dit, on comprend très bien ce que t'attends de cette personne là. Mais du coup, je pense aussi que tu as un petit peu répondu à qu'est-ce qu'elle va t'apporter. Toi, ce que tu dis au niveau du sensitive readers, faut pas simplement que la personne te dise là t'as fait une maladresse, là t'as sorti un cliché ou ainsi de suite. Pour toi, faut aussi que du coup artistiquement ça matche, et du coup qu'elle t'accompagne pour créer ta vision aussi à toi en fait. Qu'elle te permette de pas dire de conneries, de pas dire des clichés, mais qu'elle t'accompagne dans ta vision à toi, pas qu'elle t'impose une vision. Mais voilà, puis de toute façon, c'est ce que je disais, il y a pas de vision imposée ou quoi, parce que en tant qu'auteur, t'as le dernier mot sur ton texte, il faut juste que t'assumes la réception à la sortie. Pour la petite histoire, avec Ariane et Sally, ça a été assez long en fait. C'est des personnages avec qui j'ai mis du temps en fait à me rapprocher, parce que j'osais pas trop, en fait. Là, tu vois, parler de censure, peut-être que je m'auto-censurais un peu, pour le coup, parce qu'en fait, j'avais vraiment du mal à m'en rapprocher. Voilà, c'est ce que je disais, j'osais pas trop, parce que je me disais, je vais peut-être faire une bêtise, je sais pas comment faire. Et je savais, voilà, c'est des persos comme les autres aussi, hein. Ariane et Sally, c'est des humains comme les autres, etc. Mais j'avais peur de trop en insuffler dedans, en fait. C'est bizarre, parce que quelque part, tu vois, dans la chaîne, tous les personnages s'en prennent plein la poire, ils s'en prennent tous plein la gueule, et j'avais peur en fait peut-être que j'avais peur de tomber dans l'excès en fait, parce que j'étais conscient des biais que j'avais, et j'avais peur effectivement de tomber dans l'excès, je pense, et de tabasser mes personnages minoritaires plus que de raison. De les victimiser un peu, en quelque sorte. Ouais, voilà, c'est... d'en faire une victime, une égérie beaucoup plus forte que ce que c'est réellement. On peut dire ça comme ça, voilà. Et en fait, quand j'ai fait lire la chaîne à Réjeanne, il m'a dit, écoute, j'ai l'impression en fait que t'as moins travaillé sur Sally et Ariane que sur les autres personnes. Et c'est là que je me suis dit, et elle dit, parce que là en fait, elles ont l'air vraiment effacées par rapport aux autres personnages qui effectivement
sont emplis d'émotions et de douleurs, etc. Et on dirait que vraiment tu les as écartés, ces deux-là. Et je me suis dit, ok, donc en fait, il faut que je rectifie ça. C'est grâce à elle, du coup, que j'ai pu vraiment me rapprocher de ces persos, mieux les comprendre, mieux décrire, mieux les travailler, en fait. Et je me suis éclatée à faire ça, en fait. Et du coup, ces retours, c'était comment? Elle t'expliquait ce que elle avait étudié, ce qu'elle avait vécu en tant que personne racisée, et du coup, c'est comme ça que ça t'a permis de mieux comprendre? Genre, elle t'expliquait sa vision des choses, ou t'essayais de te dépatouiller tout seul pour comprendre tout ça, quoi? Il n'y a pas eu de témoignage de sa vie perso ou quelque chose, parce que voilà, encore une fois, c'était du boulot, quoi. Et en fait, elle a annoté le texte, elle mettait des annotations, en fait, et m'expliquait sur tel passage-là, faudrait que tu développes plus, sur celui-là, il y a tel terme qui colle pas, ou faut que tu renforces plus tel ou tel aspect. Et elle tenait aussi compte des personnages en eux-mêmes, parce que si tu veux, comme je te disais, on se comprenait artistiquement. Elle est aussi bêta lectrice, hein, en plus de ça, même si c'est pas elle qui a BL et la chaîne du coup. Mais voilà, on se comprenait artistiquement, elle comprenait les personnages. Et elle disait, voilà, là tu peux accentuer tel ou tel truc, là au contraire atténuer, voilà. Et de toute façon, elle me disait, si t'as des questions, t'hésites pas, tu me les poses et puis y a pas de souci. On se faisait même des séances sur Discord et tout, donc voilà, il y avait une communication. Elle me laissait pas dans le pâté, quoi, si tu veux. Après, ça dépendait aussi ça a aussi dépendu, si tu veux, des différents devis, en fait, parce que effectivement, en tant que pro, elle te fait des devis. Par exemple, pour tel devis, elle te fera juste une petite note de lecture et tu te débrouilles avec. Pour un autre devis, elle sera plus disponible, etc. Ça, pareil, c'est des choses qui se discutent, en fait, en fonction de tes moyens, de tes attentes, etc. Et du coup, en fait... Oh, l'enchaînement est génial, je te jure que tu réponds super bien à chaque fois. Ça vient sur une autre question que j'avais aussi. Est-ce que tu lui files tout le texte, ou est-ce que tu lui donnes vraiment les passages qui sont concernés par sa problématique? Eh ben, encore une fois, ça dépend du devis, en fait, parce qu'en fait, le prix fixé dépend aussi de ton nombre de signes, voilà. J'avais assez pour lui faire lire l'intégralité du truc, parce que c'est vrai que Les Hurlements Noyés, c'est vraiment beaucoup basé sur la psychologie des personnages, donc effectivement c'était important de le faire, et j'ai pu le faire. Mais voilà, encore une fois, c'est des choses qui se discutent. Pour la chaîne, on l'a fait en entier parce que ça nous paraissait logique et parce qu'on pouvait le faire. Ouais, mais du coup, si, imaginons, quelqu'un n'a pas le budget, tu penses que c'est jouable de donner juste les extraits qui concernent la problématique? Je pense que ça peut effectivement. Et après, voilà, ça dépend comment tu écris ton histoire. Et souvent aussi, quand même, le sensitivity reader te demandera quand même un résumé détaillé, spoiler compris, hein, pour voir un peu comment ça se passe. Et comme ça, on peut discuter plus des passages sur lesquels il est important de travailler et ceux que tu peux laisser de côté. Comment t'as trouvé, toi, ta sensitive readers? T'as fait un appel sur les réseaux, ou il y a un site qui existe, genre un Tinder des sensitive readers, ou Alors en fait, au départ, parce que ça a été un immense bazar cette histoire aussi, comme je te disais au tout départ, je suis allée donc sur le site de Planète Diversité, parce qu'il répertorie, t'as tout un tableau en fait de sensitivity reader, et dessus tu peux les choisir en fonction des problématiques à traiter, quoi. De ce que tu cherches, et aussi chacun indique ses genres préférés et ceux qu'il est habitué à traiter, donc du coup tu peux choisir comme ça. J'avais choisi une première sensitivity reader que j'avais contactée, etc. Seul problème, elle est tombée malade. Je sais plus si c'était le Covid ou pas, mais il y a de grandes chances que ce soit le Covid. Donc du coup, je me suis retrouvée sans sensitivity reader du jour au lendemain, et je me suis dit, purée, comment je vais m'en sortir. Et du coup, avec ma chargée de communication, Tatiana, on a posté une annonce sur les réseaux sociaux pour dire, écoutez, j'ai besoin de ta sensitivity reader, venez m'aider s'il vous plaît. Et c'est du coup Réjeanne qui a contacté Tatiana par mail, et ensuite Tatiana nous a mis en relation, et voilà. Ouais, ça s'est passé un peu dans la précipitation, parce que c'était un imprévu, quoi, voilà, ça arrive à tout le monde de tomber malade, et voilà. Et finalement, ça s'est très bien passé, donc je suis content. Tu m'étonnes. Donc du coup, il existe vraiment des sites pour mettre en relation et tout. Je savais pas du tout, en fait. Mais ça, c'est super bien, parce que,
Je devrais pas dire ce genre de choses parce que, comme toi, je suis en auto-édition, mais dans le monde de l'auto-édition et ainsi de suite, on a quand même beaucoup de prestataires, je vais y arriver, qui s'annoncent comme étant pro et en fait, c'est Jean-Michel qui fait du montage le dimanche pour sa famille et voilà. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait un site vraiment pour répertorier, c'est beaucoup plus pro, beaucoup plus rassurant quand même. C'est quand même rassurant. Ouais. Puis après, bon, c'est marrant que t'en parles parce que je me disais, ouais, quand même, les maisons d'édition, tu vois, elles, en général, elles ont les moyens, elles pourraient faire de petits efforts pour embaucher des... Mais bon, on va pas s'attarder sur le sujet. Déjà, qui commandent toute leur couverture chez Shutterstock. Oui, puis même les correcteurs, voilà, hein, c'est pas parce que c'est une maison d'édition qu'ils payent les correcteurs, donc bon. C'est compliqué, quoi. Et c'est aussi d'ailleurs, je me souviens ce que soulignaient certains auteurs racisés notamment, qui disaient, oui, le truc, c'est que dans le monde de l'édition, pour nous, c'est toujours compliqué, parce que elles sont moins, pas embauchées, engagées, je sais plus, bref, c'est plus difficile pour elles d'avoir un contrat chez les maisons d'édition que pour les personnes blanches en fait. Il me souvient, j'avais vu passer des messages franchement pertinents, j'ai trouvé. En tout cas de mon point de vue, qui certes biaisé, etc. Mais c'est vrai que c'était important d'en parler. Que du coup, le problème, c'est que si tu veux, en tant que sensitivity reader, t'es moins payé qu'en tant qu'auteur, on est d'accord. Et du coup, t'en as beaucoup... de plus en plus, parce que quand même ça se démocratise, de gens qui font appel à des sensitivity readers pour effectivement écrire des livres qui représentent des minorités, etc. Mais les minorités en question, elles, galèrent toujours à se faire publier. Donc en gros, il y a une représentation, mais c'est pas fait par la minorité, c'est fait par encore quelqu'un de la culture dominante qui a essayé d'intégrer la minorité en gros. Ouais, voilà, et je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, que raison de plus, tu vois, pour pas envoyer LHN à une maison d'édition, parce que comme ça, je prends pas la place d'un auteur racisé qui pourrait raconter son histoire, quoi. C'est terrible parce que dans cette très chère société capitaliste, toutes les initiatives sont retournées pour les intérêts des personnes dominantes, y compris financièrement. Donc t'as des bonnes initiatives comme ça qui finissent toujours à double tranchant, quoi. Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais passer par l'auto-édition, parce que je sais que pour les auteurs racisés qui veulent se faire éditer, c'est vraiment compliqué. Après, c'est comme alors, je vais reprendre tes paroles pour les remettre dans un autre contexte, mais c'est un peu ce que tu disais au début. Après, en soi, tu pourras jamais à un moment donné être 100% universel ou ainsi de suite. Donc même là, c'est pareil. Même quand tu fais une bonne action en essayant de mettre en avant une minorité et ainsi de suite, il y aura toujours un petit truc qui fera qu'on va te retomber dessus, ainsi. Donc tu peux pas non plus après toi t'en vouloir parce que t'as pris la place de quelqu'un d'autre ou ainsi de suite. Tu pourras jamais faire parfait. Bon, voilà, faut pas non plus que tu te mettes des bâtons dans les roues pour des raisons comme ça. L'important c'est de faire de son mieux, l'important c'est de faire ce qu'on peut, et en général voilà, quand l'intention y est, c'est déjà un pas énorme, je pense, et mine de rien, voilà, faut faire ce qu'on peut, c'est tout. Là tu vois, ma sensitivity reader et moi, on est deux, ça reste deux personnes, quoi. Deux personnes qui ont chacun leur vécu, qui ont fait chacun des études, qui ont chacun des domaines d'expertise différents. Voilà, ça reste voilà, deux personnes. Il y a des points qui poseront problème à des gens, d'autres pas du tout. Voilà quoi. Après c'est pas, j'estime que c'est pas quand même comme si j'étais restée toute seule dans mes erreurs. Et si j'avais fait mes bêtises, comment dire, ouais c'est ça, j'ai travaillé quoi, j'ai bossé pour que ce soit bien. C'est ça, tu t'es renseigné dessus, t'y es pas allé avec les stéréotypes que t'avais en fait. T'as essayé de te déconstruire pour pouvoir faire ça. Voilà, après il peut y avoir des erreurs, j'en ai fait très certainement. Peut-être que voilà, dans quelques années, il y a des erreurs que je verrai et que j'avais pas vues avant. Mais dans ce cas-là, c'est... J'ai envie de dire c'est comme ça, je progresse et puis c'est tout. De toute façon, on change toujours, on progresse toujours, donc de toute façon, il n'y a jamais rien qui est parfait, mais au moins, tu as eu la démarche, en fait, d'essayer de
de voir au-delà de ta vision à toi en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai appris masse de trucs en plus. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. C'était super enrichissant. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et même, c'est ce que tu disais, oui, en tant que concerné, effectivement, on a chacun des points de vue différents sur la question. Et là, par contre, la différence, c'est que je suis concernée par la dépression, par les neuroatypies, etc. Et je sais que si la représentation que je fais de mes ressentis à moi pose problème à quelqu'un, ça tiendra plus du désaccord qu'autre chose, même si effectivement, encore une fois, je peux avoir des biais, même sur mon propre vécu, même sur mes maladies, etc. Ou même voilà, sur les problématiques LGBT ou tout ce que tu veux. Je sais quand même que voilà, ça posera moins de soucis parce que j'ai mon vécu sur lequel m'appuyer pour me dire que voilà, que j'ai quand même un point de vue qui... à défaut d'être complètement juste, se rapproche quand même de la vérité, quoi. Et si quelqu'un me dit, oui, il y a un problème dans la représentation des dépressifs, etc., dans LHN, je pourrais lui dire, écoute, merde. C'est une très bonne réponse. La réponse est validée. On est tous tellement différents, il y a tellement de représentations de chaque chose que, en fait, t'auras juste présenté ta présentation à toi, ta représentation, excuse-moi, à toi, mais voilà, encore une fois, c'est pas universel, c'est ta représentation à toi, ce que tu es toi, et donc, c'est tout aussi legit que quelqu'un d'autre, en fait. Si t'as l'honnêteté intellectuelle pour savoir ce que t'es légitime de dire ou pas, et que tu fais la démarche de faire au mieux pour ce que tu connais pas, je pense que voilà, il y a pas de problème en fait. En tout cas moi c'est effectivement ce que j'ai ressenti, quoi. Et je me dis voilà, je sais ce que je connais. Oui, il y a un petit travail d'introspection à faire là-dessus. Mine de rien, ça prend du temps quand même de se déconstruire, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais au bout d'un moment, tu sais ce que tu es légitime ou non d'exprimer. Ouais, voilà, avec un peu d'honnêteté intellectuelle. Par exemple, je sais que je peux écrire sur le vécu de quelqu'un qui a connu la dépression ou de quelqu'un d'autiste parce que je suis concernée. Mais par exemple, pour en revenir à LHN, je sais que le vécu du femme noire, non, c'est pas moi, je le sais. Tu l'as pas vécu, donc tu peux pas... En fait, à part en te basant sur les clichés ou les choses qu'on t'a inculquées depuis toujours, comme t'avais pas le point de vue de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de concerné, tu pouvais pas te baser sur autre chose sans... Voilà, c'est ça, je pouvais tout simplement pas... Et c'était pas possible, en fait. On peut effectivement faire un effort d'imagination, etc. Mais l'imagination, c'est toujours ton imagination, tu vois. Elle vient de toi et des biais que tu peux avoir. Là-dessus, moi je sais que c'est un problème que j'ai eu aussi pour un de mes romans, où j'avais envie d'insérer justement des minorités ensuite, parce que je trouve que les minorités sont vraiment pas... un peu plus maintenant, mais elles sont pas tant représentées que ça dans les bouquins. Sauf que le problème, j'étais pas concernée. Donc pour certaines minorités, je ne savais pas comment faire. Et je savais que même avec toute la bonne volonté du monde, forcément t'es influencé par toute la sociabilisation que t'as eue et ensuite. Et tant que tu t'es pas déconstruit et que t'as pas appris le truc ou ainsi de suite, t'es biaisé, forcément. Forcément. Et après, voilà quoi, même avec les meilleures intentions du monde, on peut se gourer. Mais c'est ce que je disais, l'important c'est vraiment de faire ce qu'on peut. C'est ça. Si tu fais une erreur, au moins, on pourra pas te reprocher de pas avoir essayé de déconstruire, de pas avoir essayé de t'ouvrir aux autres, en fait. C'est une maladresse plus qu'une erreur, en fait. Après, au bout d'un moment. Ouais, voilà. Et après aussi, là, on revient sur le côté on fait ce qu'on peut. Je comprends aussi que pour les auto-édités, ce soit plus compliqué, voilà, de faire appel à des sensitivity readers, parce que, mine de rien, c'est un budget. Après, pour les maisons d'édition, j'ai vraiment tendance à l'être de moins en moins. Au-delà de toutes les problématiques sociales dont on parlait, racisme, sexisme, etc., il y a plein d'autres trucs qui vont pas, quoi. J'ai des potes qui sont... parfois spécialistes dans tel ou tel domaine et qui hurlent sur des livres édités en maison d'édition, qui disent mais non, ça peut pas marcher comme ça. Et un truc que je vois souvent, je en parle parce que ça me fait rigoler, c'est je suis désolée pour la balle perdue, les Parisiens qui nous écoutent, mais il y a beaucoup d'auteurs parisiens ou qui ont vécu dans les grosses villes qui tu vois, qui s'imaginent comment est la vie à la campagne dans les bouquins et tu pleures, enfin tu pleures de rire.
Genre ils vont chercher l'eau dans le puits pour aller prendre la douche le matin, quoi. Parfois on en est vraiment à ce stade, là, et tu dis que c'est publié par des éditeurs, parisiens aussi forcément. Ouais. Et c'est là que tu te dis wow. Là tu vois, on parlait des correcteurs aussi, les coquilles parfois que je peux voir dans les livres édités en maison d'édition. Je suis désolée, hein, mais oui, toutes les maisons d'édition ne font pas leur boulot et c'est terrible. Oui, ça, sur plein de choses. Hein. Justement, au mois de décembre, j'avais fait une interview avec un auteur qui était en maison d'édition et auto-édition, et on parlait de ça, du fait que maison d'édition, ça ne veut pas forcément dire équipe. Même, je dirais que ça peut être même l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de maisons d'édition qui vont s'en foutre royalement d'avoir une équipe, alors que nous, auto-édition, on commence à s'entourer de plus en plus parce qu'on veut professionnaliser le truc, et des fois on est plus pro que certaines maisons d'édition, quoi. Mais oui, et pourtant, ils ont une équipe et souvent plus de moyens qu'un auteur auto-édité. Et voilà, ça me dépasse un peu, quoi. Et puis pour embaucher des auteurs issus de minorités, j'en parle même pas. Bon, après, on va faire l'avocat du diable, mais on va dire que nous, auto-édités, on investit dans notre bouquin à nous, on a à la limite un bouquin à financer par an. Maison d'édition, ils ont plusieurs bouquins et pas forcément un énorme budget, donc moins de budget par bouquin, on va dire. C'est pas faux non plus, Mais bon, il y a un minimum quand même, genre un correcteur, tu vois. Genre, ça peut être un minimum. En général, on sort juste un bouquin par an, eux, ils en sortent beaucoup plus. Bon bref, fin de la parenthèse. Je suis un petit peu salée, je crois. Après, moi, j'ai jamais tenté les maisons d'édition, donc je sais pas. En fait, c'est un milieu que je ne connais que par les expériences des autres. Donc là, tu vois, je serais mal placée pour en parler vraiment. Je t'avoue. Donc moi aussi, voilà, je suis team auto-édition par choix, en fait. Donc j'ai pas tenté. Je suis comme toi, j'ai jamais tenté non plus les maisons d'édition, donc vraiment. Je ne sais pas comment... Enfin, voilà. Je pourrais pas parler personnellement là-dessus, je t'avoue. Mais, du coup, franchement, ça a été super complet. Tu nous as super bien expliqué ce que c'est les sensitive readers, ce qu'on pouvait en attendre et ainsi de suite. Et je voulais savoir si tu avais un dernier petit truc à nous rajouter, s'il y avait un dernier petit mot que tu voulais adresser aux personnes qui sont encore un petit peu réticentes pour les sensitive readers, comment les convaincre que... il y en a besoin. Je sais pas si c'est vraiment à moi de convaincre ou non les gens de le faire, parce qu'il y a aussi tout un tas de trucs à faire en amont, c'est-à-dire se déconstruire, accepter que oui, on est issu d'une culture dominante, que oui, nos écrits en tant que dominants ont de l'impact et effectivement sont à questionner, qu'il faut se remettre en question, je sais pas se flageller, ça sert à rien, hein. Ou alors ça sert un temps, mais... pas sur Twitter, s'il vous plaît. Ouais, puis on n'avance pas si on fait que de se flageller. Hein. Les paroles, c'est beau, c'est plutôt dans les actes qu'il va falloir le faire. Bon, après, je dis ça alors que je suis expert en autoflagellation, mais c'est... faut accepter effectivement, voilà, qu'on est issu d'une culture dominante qui peut exclure autrui et qu'on a aussi baigné dans, comme tu disais, cet environnement plein de clichés qui nous appartient à nous aussi, je pense, de démonter si on veut bien faire les choses et puis ne pas nuire aux autres. C'est surtout ça en fait, parce que je sais pas si on peut vraiment avoir un impact positif à notre échelle, mais au moins ne pas nuire et ne pas répéter en boucle les mêmes messages toxiques qu'on a depuis des années. Et pour le reste, vraiment déjà n'ayez pas peur, parce que premièrement, c'est vous qui avez le dernier mot sur votre texte. Deuxièmement, ça va bien se passer, hein. Les sensitivity readers, c'est des professionnels, ils sont gentils, ils sont pas là pour vous taper dessus ou pour vous casser la gueule, ils sont là vraiment pour travailler avec vous, et vraiment, enfin, ça va bien se passer, quoi, vraiment, et ça ne peut qu'enrichir et améliorer votre texte. Comme je l'ai dit, c'est grâce à ça que j'ai pu améliorer les personnages de Sally et d'Ariane, parce que justement je savais pas comment faire. Ça veut pas dire que vous êtes mauvais auteur, juste que voilà, sur ce sujet là il y a des lock-ins, c'est normal, on est humain, on peut pas tout savoir, on peut faire des conneries, on a des gens pour aider, ils sont là, profitez-en, vraiment, ça peut
ça peut vous apporter plus que ce que vous pensez, vraiment. Bon, en tout cas, t'as super bien conclu, c'est génial. Et je te laisse le mot de la fin pour nous dire ton actualité à toi, qu'est-ce qui arrive pour toi, parce que t'as sorti ton bouquin là à la fin de l'année dernière, mais là je sais que t'es déjà sur d'autres projets, donc dis-nous tout. Effectivement, alors je sais pas du tout quand il sortira, mais là je suis sur un spin-off de la trilogie. Oui, j'ai le plan de la trilogie en tête et j'ai déjà des spin-offs. Après, quand je dis plan de la trilogie, c'est vague, je reste jardinier, mais bon, je suis déjà en train d'écrire un spin-off dont je vous parle de temps en temps, c'est mon bac à sable comme je l'appelle, parce que je suis en train de préparer en fait l'après-trilogie avec ce spin-off. J'ai repris l'écriture du tome 2 de Stanley n'est pas mort, qui s'appelle Les pleurs du vide et qui normalement aura sa campagne Ulule cette année, normalement. Donc voilà, je vous tiens au courant de ces avancées-là. Vous pouvez me retrouver sur malonsilence.com où vous avez déjà des petites nouvelles que vous pouvez lire. Il y a notamment Mémoire Blanche et Le Robot qui y sont. Ils sont tous dans l'univers de Stanley, donc ça peut vous y introduire sans aucun spoiler. Je suis sur Instagram et sur Twitter sous le pseudonyme Malone Silence, tout attaché, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, j'ai aussi une page Facebook, c'est Tatiana qui la gère et ça fait d'ailleurs quelques temps qu'elle est qu'on l'a un petit peu laissé à l'abandon, mais on va arranger ça, vous inquiétez pas. Sinon, si vous avez besoin d'une sensitivity reader, il y a Regen Paki que vous pouvez contacter sur Twitter aussi. Je crois qu'elle y est toujours, je crois. Bref, on mettra aussi les liens en description, je pense. Oui, t'inquiète pas, je mettrai tout. Pareil pour Makenda et Ottilia, si jamais vous voulez une couverture. Oui, ce seront les mêmes artistes sur celle du tome 2, ne vous inquiétez pas. Et sinon, voilà, je vais continuer à écrire, tout simplement. C'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Je vais continuer à avancer. Ce qui doit sortir, sortira. Et voilà, ce sera tout pour moi. Merci à toi, Mélanie, de m'avoir invitée, ça m'a fait super plaisir. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation, hein, franchement. C'était super agréable de pouvoir discuter avec toi de ça, parce que c'est un sujet, comme je disais, que je connaissais pas du tout. Et là, tu m'as permis vraiment de voir ça avec un autre point de vue. Donc merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à l'invitation. De rien, c'était un plaisir, vraiment. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Alors je vais faire juste une petite précision parce que comme je te le disais en début de podcast, ça a été tourné en janvier, donc il y a fort longtemps. Entre temps, donc Malone a en effet fait sa campagne Ulule pour son 2e tome et ça a été un succès pas possible. J'ai d'ailleurs participé à cette campagne-là, enfin participé dans le sens où j'ai pris une contrepartie parce que j'ai lu le 1er tome de Malone entre temps. Et oui, il y a des mois qui sont écoulés, donc j'ai eu le temps de le lire et c'est de la bombe, donc vraiment je te le recommande. Bref, je pense qu'on est à peu près à jour et je tiens à remercier encore une fois Malone d'avoir eu la patience d'attendre que ce podcast sorte et surtout d'avoir accepté que je puisse le diffuser des mois et des mois après. Donc merci Malone et puis merci à toi aussi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.